Oui, merci. En effet, j'ai oublié de mettre le micro. Du coup, je répète, coucou tout le monde, hein, c'est Ulora, donc bienvenue dans ce deuxième épisode des Chroniques BD hors série. euh, donc, après un premier épisode qui était consacré à l'univers de super-héros Valiant, ce deuxième épisode hors série sera cette fois-ci consacré à un autre univers, rien à voir du coup. Ce sera l'univers des mondes d'Aquilon. Donc, les mondes d'Aquilon est un univers d'heroic fantasy qui est donc aujourd'hui qui est constitué de 75 bandes dessinées réparties en 4 séries. Pour le moment, parce qu'on verra que c'est pas dans le futur, il y a d'autres séries qui vont arriver. Je vous propose de commencer tout de suite. Non, on va d'abord parler de ces 4 séries. Donc les 4 séries sont constituées de la série Elf, Nains, Orques et Gobelins et Mages. À chaque fois, les elfes, chaque tome est consacré à une peuplade différente d'elfes, les nains pareil, les orques et, et gobelins c'est plus compliqué, c'est les peaux vertes, et les mages à différents groupes de magiciens. On va expliquer un petit peu tout ça au fur et à mesure. Donc déjà, les mondes d'Aquilon, à quoi ça ressemble? Hop, tac, vérifie-toi. Donc ça, c'est Taran. À l'origine, hein, quand c'était sorti, je crois, en 2013. Je vais vérifier. J'ai un doute sur les dates. Hop, sur la fin. Ce premier album a été publié en 2013, c'est ça, en mars 2013. Donc maintenant, il y a bientôt 10 ans, 10 ans l'année prochaine. Donc la carte ressemblait à ça. C'était les terres d'Aran. Puis ensuite, l'univers c'est légèrement éloigné. Il y a des détails qui ont été rajoutés, on le voit un petit peu. Il y a des forteresses qui sont arrivées sur du côté de l'Oran et de l'Orient, donc à l'est. Enfin, il y a pas mal de petits détails, il y a les couleurs qui sont arrivées, hein, si on fait la différence, voilà, on peut voir un peu la différence entre les deux cartes. La carte originelle c'était à peu près ça. Bon, on est pas seul. Voilà. C'est légèrement éloigné. Puis, les années passant, la carte s'est encore agrandie. J'ai oublié que non, il me manque un. Bah, j'ai pas dit sauvegarder. La carte s'était agrandie, mais pas autant. Euh, voilà, j'ai J'ai raté une sauvegarde, tant pis. C'était un petit peu éloigné. Puis ensuite, encore plus éloigné, cette fois-ci on avait carrément un continent entier. Enfin, c'était pas... Là, c'est le moment où les mondes d'Aquilon commençaient à apparaître. Là, on était toujours concentré sur les terres d'Aran. On ne sait pas ce qu'il y avait là à l'est, au niveau du petit fil de terre qui relie les deux continents. On ne savait pas encore. Là, en rouge, c'était la taille de la carte précédente. Hop, on avait ça. Hop. Donc, on voit bien qu'on a pris encore du recul. Puis ensuite, on est passé au monde d'Aquilon, donc avec les terres d'Aran à gauche et les terres de Gon 3 à droite. On ne sait rien pour l'instant des terres d'Ogon, il y a juste un tome sur les 75 qui en parle. Donc on sait pas grand chose. On sait un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, ça c'était la carte précédente, hein, on peut voir là sur le rouge, et en bleu, ça c'était la toute première carte. On voit bien qu'on a pris de l'ampleur, hein, même en termes de place dans l'album. Voilà. Au début, on avait juste la contre-page, puis ensuite on est passé ici, quoi, à la double page entièrement. Et il semblerait, d'après les rumeurs, il semblerait en tout cas que à l'ouest du coup des terres d'Aran, il y ait aussi les terres d'Inuma, qui seraient d'inspiration asiatique. On n'en sait pas plus aujourd'hui. J'ai lu ça sur un wiki qui traînait, donc bon, je pense que les sources elles doivent être crédibles aussi, mais je ne sais pas quand ça va apparaître, cette terre d'Inuma. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. De toute façon, on en parlera quand ce volume arrivera, et puis j'en parlerai dans les chroniques BD numérotées. Donc commençons tout de suite avec la série des elfes. Donc déjà, c'était la toute première série dans les mondes d'Aquilon, euh, donc à partir de 2013. Donc ça va nous parler des oreilles pointues, hein, qui sont assez hautains par rapport à toutes les autres races, et aussi qui ne mangent pas forcément que de la salade, hein, c'est pas les... Voilà, un peu de tout.
Dans les tout premiers épisodes, les nains et les magiciens n'apparaissaient pas. Des orques, ils étaient là parce qu'ils étaient toujours en fond, mais les nains et les mages n'apparaissaient pas du tout. Ils sont apparus qu'après. Par chez nous, on n'aime pas trop ça, les oreilles pointues. Ah bah, c'est dommage parce que actuellement la série Elf, c'est celle là qui a le plus de tomes, avec 31 tomes à l'heure actuelle. Peut-être un 32e en fin du mois. Je ne sais plus. Je ne sais plus les sorties. Ils connaissent pas la délicatesse d'une monage. T'inquiète pas. Oh, ils savent se battre. Hein. On pourra le voir. Ils savent bien se battre. Pas à la hache, hein. Mais ils savent taper. Et chez les bourrins, on verra ça aussi après, il y a beaucoup de tomes avec des bourrins. Donc, commençons avec les elfes bleus. Donc, les elfes bleus sont bleus. Merci Laura de cette précision. Non, ce sont les elfes liés à la mer. Faut reconnaître que sur les 7 tomes sortis aujourd'hui, bah, on les a pas beaucoup vus naviguer. Hein. Ça se passe beaucoup sur Terre. Leur fief, leur capitale, en tout cas dans les premiers volumes, c'est quand même une capitale qui est en plein milieu de l'océan. Hein. Donc c'est vraiment pas. C'est un super design. D'ailleurs, je pense qu'on peut la voir le premier volume à côté. Ça tombe bien. Heureusement que je l'ai pris celui-là. Ça, je peux vous montrer la capitale qui est carrément super stylée. Tac, tac, voilà. Voilà la capitale au milieu de l'océan. Donc ces elfes bleus, hormis le tome 26 qui est le sixième tome consacré... sixième Oui, qui est le sixième tome consacré aux elfes bleus, tous les elfes bleus, le sixième, sont articulés autour de l'Anawin. L'Anawin, c'est une jolie elfe bleue qu'on est obligé d'aimer, hein, parce que elle est belle, elle est intelligente, elle est altruiste, elle est toutes les qualités possibles que vous pouvez lui trouver. On aime la Nawin et du coup c'est elle qui on suit à chaque fois ses aventures d'un volume à l'autre. Euh, Après voilà, si le personnage de la Nawin il est quand même central, euh, le... Alors, je sais plus ce que je voulais dire. C'est quand même le cristal des elfes bleus, puisque, alors, ça faut expliquer, chez les elfes, il y a des cristaux qui donnent des pouvoirs, on va dire, à une personne pour protéger son peuple. Si on est obligé de l'aimer, par principe, je l'aime pas. Si, chef Maxime, suffit de lire, tu verras, tu l'aimes. Si, elle est cool en plus, Anna, oui. Des matérias, oui, on peut voir ça un petit peu comme des matérias pour ces cristaux. Et du coup, chez les elfes bleus, le cristal apparaît dès le début. D'ailleurs, le premier titre, ça s'appelle le cristal des elfes bleus. Qui sera dans une des personnes, je ne dis pas le nom, hein, même si on peut commencer à se douter. Et il va y avoir des jeux de pouvoir en fait pour récupérer les pouvoirs de la personne. Et c'est dans les elfes bleus jusqu'à présent où la grande histoire des terres d'Aran, monde d'Aquilon, s'articule. Chaque fois, par exemple, sur le tome 6, c'est le début de. Je vais dire l'épidémie des ghouls, mais c'est même pas une épidémie, c'est la guerre des ghouls. Il y a une nécromancienne qui était morte, qui revit, parce que voilà, on meurt jamais vraiment hein, dans ce genre d'univers, qui a ressuscité des zombies globalement, et puis qui envahissent la terre d'Aran. À partir du tome 6, quasiment tous les titres sont articulés autour de cette guerre des ghouls. Des fois indépendamment, des fois c'est lié, mais à chaque fois c'est dans les tomes des elfes bleus où on avance réellement dans l'histoire. Les autres personnages qui étaient dans les autres volumes d'elfes reviennent dans les elfes bleus, et on a la résolution de cette guerre des ghouls dans le tome 16 qui est le quatrième tome des elfes bleus. Après on voit un petit peu la suite de cette guerre dans les volumes suivants qui commence à amorcer le prochain arc scénaristique général. C'est vraiment chaque épisode peut se lire indépendamment, que ce soit chez les elfes, les nains, mais vaut mieux quand même, il y a quand même une petite continuité. Et des fois les morts ils sont vivants. Eh oui, c'est le principe des morts vivants, des zombies. Donc ça c'est pour les
elfes bleus, on va passer au suivant, qui seront les elfes sylvains. Je sais que je l'ai faite la dernière fois, mais elle me fait plaisir cette blague. Non, ce ne sont pas des elfes qui s'appellent sylvains, ce sont des elfes qui vivent dans la forêt. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir fait cette blague nulle. Je suis désolé. Donc, ces elfes sylvains, mais je dois reconnaître que, avant de préparer ce hors-série, je ne me souvenais de quasiment aucune des histoires des elfes des forêts. Elles ne m'ont... Ce genre de René sort de ce corps. Je dois reconnaître que les histoires ne m'avaient pas marqué, et à tort. Et à tort, parce que j'ai relu la première histoire et elle était quand même très très bien. Je reviendrai un petit peu sur les différentes histoires. Jusqu'à présent, les elfes bleus les elfes sylvains ont très peu d'influence sur les autres peuplades, et sur même l'histoire des terres d'Aran. On les voit, ils sont surtout cantonnés sur leur île. Hop, je vais vous montrer où est située leur île. Hop, voilà. C'est l'île des elfes sylvains, c'est celle-là. Ils vont pas trop à l'extérieur, enfin s'ils vont en tout cas, ils n'interagissent pas avec les autres séries. Elles sont quasiment toutes indépendantes, à partir du troisième volume, qui s'appelle La Reine des Elfes Sylvains, enfin la Reine des Sylvains même tout court. On voit comment une des elfes devient reine. D'ailleurs, volume assez intéressant puisque on suit une Sylvaine, une elfe sylvaine, une elfe sylvain, une elfe des forêts. Tu as raison, Sylvaine serait peut-être mieux, mais je ne sais même pas si ça se conjugue. En tout cas, c'est une elfe qui est élevée par des orques. Donc c'est assez intéressant entre les elfes hautains qui n'aiment pas les peaux vertes et du coup cette elfe qui a été élevée au sein de la tribu, c'est assez marrant. Donc il faut croire qu'elle réapparaît dans les volumes suivants après son volume dédié. Le dernier tome n'a vraiment rien à voir, et je crois que celui d'avant, ça fait appel à un assassin aussi, pas très grave. Voilà, ils m'ont pas du tout marqué. Euh, les deux premiers, allez, si ils font suite, puisqu'on suit plus une reine des elfes sylvains. Et le premier volume, pour lui dire quand même qu'il est intéressant, ça fait un petit peu penser à du Roméo et Juliette, hein, un amour un amour, une relation qui se crée entre un elfe et une humaine pour protéger une cité. Vraiment, finalement, assez intéressant en le relisant. On me disait, mais pourquoi je ne m'en souviens pas? Donc ça, c'était pour les elfes sylvains. Donc actuellement, 6 volumes. On passe aux suites des elfes blancs. Alors là, on peut voir, c'est découper les elfes blancs en deux cycles. Un premier cycle avec l'elfe Fall, ou Fall, on va dire Fall, allez, on va faire l'anglaise, qui est un elfe qui pourchasse. Alors non, les elfes, bon, on va essayer de faire un peu. Il y a autre chose que des oreilles pointues. Oui, il y a des nains, et des orques. Mais plus tard, d'abord, je me concentre sur les elfes. Donc les elfes blancs, certains ont pour mission de protéger un petit peu les derniers spécimens qui existent, qui vivent. Donc ça peut être des plantes, ça peut être des animaux dans le monde. Et on suit donc l'elfe Fall qui pourchasse le dernier dragon blanc. Les elfes blancs qui pourchassent un dragon blanc, il n'y a pas de lait. Voilà, ça reste assez simple. Puis ensuite, une fois, donc ça c'était pour le premier volume, il s'est passé différentes péripéties et Fall revient ensuite des années plus tard. Bon, je dis des années plus tard, c'est même des centaines d'années plus tard, hein, à la vie, et il vient se mêler à la guerre des ghouls. Puis ensuite, son histoire s'achèvera. En tout cas, on pourra peut-être le revoir. Hein. Je dis, on meurt jamais vraiment, et est-ce qu'il est mort? Je ne sais pas. En tout cas, son histoire s'achève correctement à la fin du troisième tome qui lui est consacré. Puis ensuite, on passe à un deuxième arc qui va être consacré à Aliana. C'est une elfe blanc qui est assez magique puisqu'elle grandit très très vite. Elle parle dès la naissance. Elle a des ailes dans le dos, d'ailleurs, on peut voir.
Donc c'est un peu une paria chez les elfes blancs qui n'aiment pas se mélanger au monde, puisque par exemple, je disais que les elfes sylvains, ils vivaient sur leur île, les, les elfes blancs c'est encore pire. Ils vivent sur leur île qui est perchée là dans un coin de la carte. Donc très très loin de tous les autres. Mais eux ils se mettent, bon, du coup ils se mettent un petit peu plus, même si ce deuxième arc il reste concentré sur son île. Et le dernier volume qui est consacré à Aliana pour le moment, peut-être qu'on la reverra dans un prochain tome, fait intervenir aussi un orc, non un gobelin qu'on avait vu précédemment. D'ailleurs on peut le voir sur la couverture du dernier tome. Donc ça c'était pour les elfes bleus. Ensuite on va passer aux demi-elfes et elfes rouges. Pourquoi je mets les deux? C'est voilà, les tomes 1, 6, 11, 16, etc. sont consacrés aux elfes bleus. Le tome 2, 7, 12, c'est les elfes sylvains. Ensuite 3, 3, 8, etc. ce sont les elfes blancs. Et ensuite c'était les tomes 4, 9, non pas 9, si 9, 14 étaient consacrés aux semi-elfes initialement. Puis le tome 29 a été consacré à un nouvel peuplade d'elfes, les elfes rouges, les elfes liés au feu. On n'en sait pas trop pour l'instant sur les elfes rouges, puisque c'était le premier volume qui leur était consacré, et c'est un volume qui va être découpé en deux parties. Donc une première partie dans ce tome 29, et on attend la suite de l'histoire dans le tome 33, sachant que c'est les elfes rouges qui ont mis les pieds pour la première fois, pour nous en tout cas, sur les terres de Gomme. La seule chose qu'on sait des terres de Gomme sont dans ce tome 29 des elfes rouges. Avant, on n'en avait aucune idée. Puisque dans ce cycle-là, du coup, c'était les semi-elfes. Les demi-elfes, donc ce sont des mélanges d'elfes et d'humains. Des fois, c'est des petits-enfants, donc c'est des quarts d'elfes. On peut aussi avoir des demi-elfes liés avec des orques, avec des nains, enfin, plein de mélanges. Et c'est pas juste des humains avec des petites oreilles pointues, non, des fois ils ont même des écailles et tout, eux ils sont assez stylés, mais il faut quand même reconnaître leurs histoires sont pas terribles, ça a jamais pris, c'est peut-être pour ça qu'ils ont été aussi remplacés par les elfes rouges, parce que chez moi ça ne marchait pas les histoires. La première histoire, on pouvait être trois frères semi-elfes, qui chassaient une relique. Le tome 9, on suivait des semi-elfes qui étaient pas super sympas, sur fond de guerre des ghouls. Le tome 14, je ne m'en souviens absolument pas, il m'a pas du tout marqué. Pas très intéressant, du coup, à la limite, les tomes 19 et 24, qui forment un diptyque, sont un peu plus intéressants, et ça fait presque une confusion pour les elfes, puisque c'est une demi-elfe qui recherche le premier semi-elfe. Et ben, je te souhaite une bonne soirée du coup. Oui, bonne soirée en tout cas, oui, puis si tu regardes la VOD, il n'y a pas de problème. N'hésite pas à me faire un retour à la suite. Donc, salut chef Maxime, merci encore d'être passé. Donc voilà, c'était ça pour les semi-elfes. Voilà, hormis leur design, il n'y a pas grand chose. On les voit même pas, ils n'interagissent même pas dans les autres récits. Ils se restent cantonnés au leur. Voilà, c'est un peu dommage de l'avoir peut-être sous-exploité. Il leur manque une très bonne histoire. Ce sera le plus gros point pour améliorer notre vision des demi-elfes. Les elfes rouges en tout cas ça marche, ils sont stylés, ils sont rouges. Comme les elfes bleus, ils sont stylés, ils sont bleus. J'aime le bleu et le rouge. Et passons à la dernière peuplade d'elfes, les elfes noirs. Alors les elfes noirs, c'est une peuplade ordinaire, c'est qu'on ne naît pas elfe noir. On le devient, ou plutôt on est à l'intérieur de son âme. Puisque un elfe noir va naître bleu, blanc, j'allais dire vert, donc il n'y a pas de vert, bleu, blanc, rouge, et j'en passe des couleurs. Et en fait, leur âme est noire. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt être voués à tuer son prochain, ils vont tricher, ils vont mentir, ils ne sont pas des elfes super sympas. Même si les autres elfes, en tout cas, ne sont pas forcément super sympas envers les autres races. Ils sont assez xénophobes, les elfes. Heureusement, la Nawin n'est pas comme ça, c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs.
Et donc tous ces tomes d'elfes noirs sont consacrés à Gawain. On va dire que ça se prononce comme ça, Gawain, je ne sais pas. Un elfe bleu qui finalement font de lui un elfe noir, qui va être formé en tant qu'assassin dans la citadelle de Slurs. Citadelle de Slurs qui est située ici, sur, sur les terres d'Aran, où on le forme à devenir un assassin, mais aussi on le forme à tout un tas d'arts, car les autres peuples, donc les nains, les hommes, ne connaissent l'existence des elfes noirs, mais comme des êtres raffinés, qui vont enseigner la musique, qui vont être des poètes, alors que finalement, leur art, c'est surtout l'art de tuer. Et qui sont très très doués à ça. Et pour devenir déjà un elfe noir adulte, il faut avoir tué aussi un petit peu ses compagnons de chambrée, plus ou moins. Puis, bon bah voilà, Gawain va quand même chercher dès sa première mission, pour spoiler un petit peu, va s'émanciper des elfes noirs. Et tout un tas d'histoires qui va se passer avec lui, qui se suivent. Là par contre, je déconseille de commencer avec le quatrième tome des elfes noirs, sinon on ne comprendra absolument rien. Il vaut mieux commencer par le tome 1. Et même le dernier tome, enfin le cycle, on va dire, de Gawain se termine au tome 25, mais il revient au tome 30, donc on peut continuer complètement son histoire. Vaut mieux quand même commencer par le cinquième tome, qui lui est consacré. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire sur Gawain? Non, voilà, on va voir un petit peu dans le tome 35 ce qui reviendra de Gawain, la suite de son histoire. Passons maintenant aux autres séries consacrées, qui sera consacrée aux nains, dans les terres d'Aran. Donc, les nains sont bien sûr moins raffinés que les elfes, hein, ils sont petits et bourrins. Voilà, ils jurent, ils s'expriment avec des termes très imagés, hein, avec un petit peu d'argot. C'est assez sympa à lire leur texte. Euh, voilà, leurs expressions sont familières, mais même parfois vulgaires, hein, mais c'est pour ça qu'on aime bien les nains. Donc voilà, on a une sympathie, on a de la sympathie pour ce peuple un peu bourrin. Et par contre, à la différence des elfes qui sont découpés par peuple et qui vivent par peuple, les nains, eux, leurs volumes sont découpés par caste. Donc on a la forge, on a le talion, le malte, on a, disons les sans-castes, les errants, on a le temple et on a le bouclier. Et on arrive dans le détail. Donc déjà, dans le détail, on va commencer par l'ordre de la forge. L'ordre de la forge, ce sont des nains qui vont forger des armes, qui vont inscrire les runes sur leurs armes ou les armures pour les rendre plus fortes. Il faut ensuite pouvoir les manipuler parce que les runes, faut presque le sentir comme une entité vivante. Hein. Si elle est très très forte, le nain il va se détruire la main parce que l'arme est trop puissante pour lui. Hein. Donc voilà, les nains de la forge maîtrisent l'art des runes. Par contre, ce ne sont pas juste des forgerons, ils savent se battre. En tout cas, ceux qu'on suit savent se battre. La plupart des récits de, de la forge sont articulés autour de Redwin. Redwin, c'est un nain légendaire. Dès le premier tome, de toute façon, c'est lui qui est au centre. Euh, il a des failles, hein, c'était un nain comme les autres, mais voilà, il a des failles, on suit ses failles. Il a eu des échecs et donc il s'est par la suite éloigné un petit peu de tous les combats, mais son ombre plane toujours sur toutes les autres histoires. Il apparaît dans les tomes chez les elfes bleus. J'en fais que chez les elfes bleus qu'on le voit d'ailleurs. Et les autres histoires, par contre, je pense au tome 5 des nains, suivre son fils. C'est pareil pour le dernier tome, on suit son fils. Enfin, tous les volumes sont articulés autour de. Enfin, ses fils, parce qu'il n'a pas qu'un. En tout cas, il y en a un qui n'était pas deux pour la forge, donc du coup, ça fait une opposition entre le père et le fils assez intéressante. Donc voilà, tous les tomes, il y a l'ombre de Redwing qui plane dessus. Un peu à l'instar des elfes bleus, j'ai l'impression que c'est dans ces volumes-là que les elfes, enfin les nains, pardon, leur récit avance un peu plus. Donc tout du moins, les séries se répondent beaucoup mieux avec les nains de la forge. Donc non, franchement, très très bon. Tous ces 5 récits, en tout cas, jusqu'à présent sortis, sont vraiment très très bons.
Mention spéciale à Redwing, mais on en reviendra un peu plus tard avec ce personnage. On va parler de l'ordre du Talion et l'ordre du Malte. Un petit peu comme les semi-elfes, l'ordre du Talion n'a pas pris. Les récits sont intéressants, qui sont tous plus ou moins séparés, hein, même si c'est lié. Je crois que le deuxième volume est lié au premier, on suit le même personnage. Mais en 3 volumes, j'ai l'impression qu'on ne leur a pas laissé leur chance. Euh, Comparé au. Bah, d'un côté, les semi-elfes ont eu. Bah, ils ont eu 5 volumes, les semi-elfes, pour pouvoir s'exprimer. Eux, ils en ont eu que 3. Donc c'est dommage. Donc l'ordre du Talion, c'est les banquiers des Terres d'Aral. C'est eux qui prêtent l'argent. Si des fois ils disent, mais lui, j'aime pas trop ce dirigeant. Tiens, on va peut-être financer quelques mercenaires pour aller lui faire la guerre, pour mettre un dirigeant qu'on a envie. Voilà, c'est eux qui gèrent, on va dire, les Terres d'Aral. Et donc ils ont été ensuite remplacés par l'Ordre du Malte. L'Ordre du Malte, j'en avais un petit peu parlé dans le précédent numéro des Chroniques BD, puisque j'avais parlé du dernier volume qui est Borogam Malte. Je ne sais plus. Ah, Ensuite, c'était Borogam du Malte, puisque le volume d'avant, c'était Gurdan du Malte. Et même si on suivait plus ou moins Gurdan entre le premier tome et le deuxième tome. Je suppose que le prochain volume, en tout cas de ces numéros-là, donc là on est sur le 2, 6, non 7, 12, 17, donc là on va être sur le 27. Le tome 27, je pense qu'il sera encore consacré au tome à l'ordre du Malte. Je ne sais pas, on verra la suite, comment ça va se passer. Le Malte est sympa. C'est vrai que le Talion, j'ai l'impression qu'on, voilà, comme je dis, on leur a pas laissé leur chance. Mais en tout cas, les volumes du Malte sont sympatoches. Voilà. Ça parle beaucoup de la vieillesse, mais la vieillesse, c'est un thème récurrent des nains et des orques et des gobelins. Les elfes montent chez les elfes sont immortels. Enfin, oui, ils sont immortels, c'est le bon terme. Hein. Enfin, on peut les tuer, mais ils ont une vie très très très. Ça monte. Les nains vivent longtemps aussi, mais moins. Et du coup, ils vieillissent et c'est quelque chose qu'on traite dans l'ordre du Malte et dans d'autres volumes. Passons à l'ordre suivant qui est l'ordre du Temple. L'ordre du Temple, ce sont les bâtisseurs. Ce sont ceux qui fabriquent des ponts, des cathédrales, des bâtiments. Voilà, c'est eux. Enfin, ça c'est sur le papier, puisque dans les faits, il y a seul fait, je l'ai pas fait exprès, qui construit quelque chose. Les autres, bah, on a le premier, Aral, ça tourne autour de la magie naine. Sriza, lui, c'est un exorciste, qu'on revoit d'ailleurs dans le dernier tome de nains, des nains du temple, qui n'est pas Araroun du temple, qui est Araroun et la rage bleue, dont je parlerai dans la semaine prochaine dans les chroniques BD numérotées. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici. Voilà, et donc elle a construit quelque chose. Hein, je ne dis pas son lien de parenté qu'elle peut avoir avec d'autres personnes. Faut un peu tout lier. Et puis, et donc Araroun, lui, c'est juste un garde d'une cité. Mais j'en parlerai la semaine prochaine. Pour Fée, ah oui, elle construit son truc, mais elle était classe en fait quand elle était dans la Légion de Fer. La Légion de Fer est une troupe de mercenaires dont beaucoup de nains sont membres, enfin tout du moins elle gravite toujours autour de toutes les séries naines. C'est elle qui fait une passerelle entre toutes les séries, et Fée en faisait partie en tout cas, et elle était super classe. Et là, dans son volume dédié, bah, c'est pas terrible. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, tous les volumes de nains sont scénarisés par la même personne. Autant sur les autres séries, chaque fois ça tourne, toutes les peuplades tournent, même s'il y a un directeur de collection qui va gérer tout ça. Là, toutes les séries sont écrites par Nicolas Jarry, dont je parlerai un petit peu la semaine prochaine. J'en ai déjà parlé dans la chronique précédente. Là, je reste centré sur uniquement les titres. Donc ça, c'était pour l'ordre du Temple. On va passer à l'ordre des errants. L'ordre des errants, ce sont les 104. Ils n'ont pas le droit de porter d'armes.
de posséder de l'or. En fait, ils n'ont aucun droit globalement, c'est peut-être des fermiers. Ils sont pas considérés par les autres ordres, ils sont même carrément dénigrés. Mais du coup, avec tout ça, on a le droit, dans le premier volume, à suivre une révolte des errants. Donc c'est assez intéressant, vraiment un premier volume vraiment très intéressant. Puis ensuite, on a, dans le second volume consacré aux errants, on voit un petit peu les suites de cette révolte, ce qui en a découlé, ce qui s'est passé. Je ne vais pas trop en dire non plus. Voilà, le troisième volume qui est consacré à Broom des errants, lui c'est un volume, je vais qualifier de fan service, puisque Broom était un nain qu'on voyait un peu dans tous les volumes, puisqu'il était le leader, on peut dire qu'il est toujours le leader euh, de la Légion de Fer. Et du coup, on a le droit un petit peu à son histoire. Bon, c'est intéressant au moins à suivre. Mais pareil, il est vieux, mais même si son histoire, du coup, c'est tout dans le passé, flashback et tout, et on avance tout doucement dans le temps. Et le dernier volume, alors ça, il est vraiment plutôt à part dans l'univers des nains, puisque même dans tous les terres d'Aran, dans les mondes d'Aquilon, c'est un volume intéressant. Il prend carrément une direction différente de ce qu'on a pu lire. L'histoire, elle est beaucoup moins sérieuse. On suit une troupe de nains, c'est des bras cassés, ils ont des plans, et ils se débrouillent. Soit le plan il est complètement foireux, souvent ça d'ailleurs, et ils se débrouillent, même si ça marche, à le faire capoter, mais de toute beauté. Enfin, et j'ai presque envie de dire, ils font presque que courir parce qu'ils se font pousser pour tout le monde. Du coup, c'est rafraîchissant par rapport aux autres si sérieux. Et puis la troupe, elle était super sympathique. A priori, quand on lit les remerciements en fin de tome, euh, on risque de les revoir. Et je serais vraiment très content de les revoir parce qu'ils étaient vraiment sympathiques. Donc ça, c'était vraiment cool. Et je suis en train de me dire que je n'ai même pas pris dans les volumes. Quand je vais à la fin, je vais vous faire un petit peu le top des histoires et je ne l'ai même pas pris dedans. Allez, je le mets à part et là, je le cite maintenant en disant celui-là, il est bien. Je le citerai tout à l'heure parce que j'ai vraiment apprécié ce volume. Passons ensuite au dernier ordre, qui est l'ordre du bouclier. Donc ça c'est le bras armé des nains, c'est eux qui défendent les cités, qui se battent, qui font la guerre tout simplement. Donc ce sont des combattants, forcément, donc un peu comme la forge, mais eux c'est vraiment, ils sont dédiés à ça. Donc je vais dire, c'est un petit peu comme pour le temple, ils n'ont pas eu de récit au-dessus, enfin qui sortent du lot. Le premier sur 10 du bouclier, premier titre qui met une femme à l'honneur. D'ailleurs, hormis fait l'ordre du bouclier, mais en avant deux femmes, 10. Et la dernière, dont j'ai oublié le nom, une mère de famille qui est en train de chercher son fils. Voilà, il manque un récit fédérateur. Donc le premier, Tis, c'est un récit un petit peu sur le féminisme, puisque Tis veut rentrer dans l'ordre du bouclier, mais c'est une femme, ils n'en prennent pas, mais elle se bat à coup de poing et à coup d'épée, de hache, pour rentrer dans l'ordre. Le second, ce sera un récit sur la vieillesse, avec Arbogard, on voit ainsi un petit peu à droite à gauche. Le troisième, c'est une histoire qui va être importante pour l'univers des nains, puisque ça va mettre en avant la rage que peuvent avoir certains nains qui deviennent berserk. On a pu le voir un petit peu dans quelques récits, mais c'était jamais vraiment mis en avant, on n'en parlait jamais. Et là, ce récit-là, avec le nain dont j'ai même pas noté le nom, en tout cas cette troisième histoire, va mettre en avant les nains berserk. D'ailleurs, on peut le voir sur la couverture, il est enchaîné. Et le dernier volume, c'est une mère de famille qui essaye de retrouver son fils qui a disparu, qui est mort ou pas, kidnappé, je ne sais pas, je ne sais plus. Elle ne sait pas non plus à ce moment-là. Elle veut juste retrouver son enfant. Donc c'était tout pour les nains. On a passé du coup toutes les séries, tous les ordres. Passons à la série suivante, la troisième qui avait été créée dans les mondes d'Aquilon, qui est consacrée aux orques et aux gobelins.
À la différence du coup des deux séries précédentes qui sont découpées en castes, différentes peuplades d'elfes et puis les ordres des nains, eux, chaque volume s'est consacré à une peau verte différente, à des gobelins, à des orques, à des alphelins, donc des mélanges d'orques. On a le premier, c'est un mélange, c'est un semi-elfe du coup, puisqu'il a, enfin c'est pas un semi-elfe, mais disons qu'il a du sang d'elfe en lui, du coup il est un peu moins moche que les autres. D'autres, des fois on a des mélanges d'orques et de gobelins, hein, oui, aussi bizarre que ça puisse paraître. La plupart des histoires sont être racontées en voix off. D'ailleurs, ce qui me permet de rebondir dessus. À partir justement des orques et des gobelins, quasiment toutes les histoires sont racontées en voix off. Les nains ont pris cette direction aussi, les elfes le prennent de plus en plus. Donc, au début, très très bien, même chez les nains, hein, c'était très très bien d'avoir cette histoire racontée en voix off. C'est vrai que les nains le faisaient dès le début aussi. Mais au bout du 22e tome de nains, du 15e tome d'orques et des gobelins, bon, on aimerait revoir un petit peu des récits racontés normalement. Surtout que dans le deuxième tome consacré aux gobelins, mythes, je ne sais pas à qui s'adresse, parce que donc, tout est raconté en voix off, et à la fin, le gobelin casse le quatrième mur et nous dit allez, salut maintenant. Bah non, bah pourquoi d'un coup? Donc ça fait bizarre. C'est pour ça que des fois la voix off pense que c'est quelque chose, c'est une histoire racontée. Parce que ça s'est passé comme dans le volume Sar, le tome 4. L'histoire, ça raconte l'histoire d'un gobelin, toute son ascension dans la cité, enfin, oui, c'est ça, toute sa vie qu'il a pu faire dans la cité, bah ça c'est raconté en voix off, mais c'est un flashback. Donc, c'est logique. D'autres moments, ça s'y prête moins. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est fait comme ça. Donc du coup, voilà, on découvre que les gobelins sont des brouillards, que les orques c'est des bourrins hein, qui lâchent jamais rien, un peu comme les nains au final. Ils sont très proches des nains, hein, les orques. C'est peut-être pour ça que les nains et les orques ils s'aiment pas et qu'ils se tapent dessus, peut-être. Donc le premier sur Turuk, bah, on retrouve Turuk qui est mis sur une île. Bah, il est amnésique, enfin il sait pas comment il est arrivé sur cette île. C'est facile hein, comme ça au moins il recherche son passé. On met aussi des ghouls au milieu, parce que bah voilà, faut raccrocher aussi aux autres séries. Euh, Par contre voilà, on arrive directement avec un mi-orc, mi-autre chose. Euh, donc un petit peu mal avec le deuxième volume avec Nice. Le troisième volume, ça va être consacré à un orc qui a des genres de scarifications sur lui, c'est des pouvoirs magiques, on sait pas trop. Euh, et qui est obligé de s'associer avec des humains pour survivre, parce qu'il est quand même plein dans la glace, il est quand même un peu amoché de partout. Les hommes ont très peur de lui. Donc ça, je viens d'en parler aussi, l'ascension d'un gobelin au sein d'une cité. Et le dernier, qui est consacré à la poisse, c'est un gobelin qui n'a pas de chance, globalement, et qu'on revoit ensuite dans les autres séries, dans la série des elfes blancs. Donc je les ai vraiment tous relus, eux, en tout cas les gobelins les ai tous relus pour préparer ce truc, et c'est vrai que le Sar était très bien à relire, la première fois que je l'ai lu, était très très bien à relire. La deuxième saison d'Orques et Gobelins, parce on va les découper par saison, par groupe de 5. Hein. C'est toujours, vu que c'est les autres ordres, c'est aussi toujours par groupe de 5 avant de revenir sur le premier ordre. Bah, en fait, je les découpe un petit peu sur. Je les ai découpés comme ça aussi pour chez les orques et les groupes. Donc, dans ce premier volume, donc le sixième, qui est consacré à Hérac. Hérac, c'est un membre de. Enfin, c'est même le chef d'une troupe de mercenaires, les Crocs de Fer, qui a été cité dans plusieurs volumes précédents. Là, au moins, cette fois-ci, il fait son apparition. Donc, Hérac est envoyé en mission pour récupérer un gnome, aussi un gnome assez irascible sur une île où il y a de la magie. Et donc, on voit lui et sa troupe sur cette île pour essayer de retrouver ce gnome. Donc là, toute cette saison est vraiment consacrée à la vieillesse. Euh, tac, tac, tac. J'ai marqué la énième. Bon, bah, voilà.
bah non, j'ai même pas détaillé trop les histoires, voilà, bah, tout, vraiment tout de la vieillesse, la suivante c'est un petit peu consacré à ça. Donc 6, 7, 8, le huitième volume, c'est un orc qui a été adopté par un jeune humain dès la naissance. Enfin, quand il était très jeune, il s'est fait éduquer, donc il est devenu très ami, enfin l'humain est devenu très ami avec l'orc, et on a toute cette histoire qui, est- qui se déroule là, du coup avec cet orc élevé par les nains, mais enfin par les hommes, mais qui est finalement aimé que par un seul homme. Il y a tout un truc qui est intéressant, le style sur silence, c'est un truc sur la vieillesse, hein, et puis ensuite Dunrak, ah, c'est pareil, c'est sur la vieillesse. Bon, voilà. Vieillesse, c'est que c'est que quand on devient vieux, la tête veut, mais le corps ne suit pas. Voilà ce que nous racontent ces volumes-là. On commence à arriver un petit peu aux limites de l'exercice, hein, puisque bah, maintenant on répète toujours dans les bulles en voix off, on est des bourrins, on lâche rien, bon bah voilà, au bout de 10 tomes, on est au courant. Voilà. Et passons à la dernière saison des, euh, des orques et des gobelins. On va commencer tout de suite avec Ronan. Ronan, c'est un. Je ne peux même pas dire pastiche parce que non, c'est pas drôle. C'est un hommage à Conan le barbare. Conan. D'ailleurs, l'histoire est inspirée d'une des nouvelles de Conan. Volume très sympathique, dessiné par Sébastien Grenier, un dessinateur qui a fait la cathédrale des Abîmes, qui a malheureusement changé son style pour ce Conan. Mais oui, c'est un très très bon volume. Le volume suivant, euh, c'est sur Pest, on revoit des ghouls. Oui, ça y est, ça y est, je me revois l'histoire. Oui, bon, on nous remet des ghouls dans les pattes, hein, parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas eu. La guerre était terminée, mais bon, allez, on en remet, ça fait toujours une histoire. Sur Cornir, ce troisième volume, bah, c'est un vieux. On change avec Shahaka, qui est un volume déjà consacré à une Nork. Elles apparaissent, hein, mais elles sont souvent en personnage secondaire. Là, au moins, c'est elle qui est mise en avant, qui est chargée de récupérer enfin, d'embarquer une humaine avec elle pour, la- pour l'extrader dans un autre pays, éloigné de son pays d'origine, en tout cas. J'étais un petit peu déçu de cette histoire parce que j'aurais aimé en voir plus. Elle était enfin, elle était trop courte. Euh, il y a toute cette histoire, hein, c'est tout en avant, on va dire. Mais ça commence, les péripéties arrivent, et puis ça finit, puis voilà. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus. Et l'ardeur, ensuite, c'est un récit qui est dans la moyenne de tous les autres orques et gobelins. Donc voilà, les orques et gobelins, il y a du bon, il y a du moins bon. J'ai un petit peu de tout, mais il y a enfin, il y a du moins bon. Ça reste bien, mais ça reste dans la moyenne. Après, voilà, c'est sur les vieux. Et je vais même pas en mettre le premier. Le premier sur les vieux, consacré aux personnes âgées, enfin aux orques âgés en tout cas. Oui, on peut dire qu'allez, tiens, il est novateur, mais les suivants, ils le sont aussi bien que le premier, mais voilà, il apporte rien de plus. C'est des récits sur les personnes âgées. Passons ensuite à la dernière série, la dernière qui est arrivée, avec seulement 7 tomes aujourd'hui. Il y a un huitième qui doit arriver le mois prochain. Donc ce sont les mages. Les mages, eux, sont découpés en... Ah oui, si, j'ai pas parlé de la... Pardon, j'en reviens en arrière vite fait, par rapport aux orques et gobelins. J'ai pas parlé que... Il y a un 16e volume qui est sorti, dont j'ai parlé dans la chronique précédente, donc vu que j'en ai parlé, je la rementionne. Je ne l'ai pas rementionné ici. Allez voir la chronique numérotée précédente. Du coup on est en mai, donc du mois d'avril. Ça fait au livre lu au mois d'avril. Vous saurez mon avis sur ce tome 16. Donc les mages. Suite à différents événements, les mages sont obligés de se mettre au service d'un baron, d'un monarque, d'un roi. Ils peuvent pas, voilà, c'est auprès d'un seigneur. Ils sont découpés en 4 ordres. Les élémentalistes, les mages runiques, les runistes, les nécromants et les alchimistes. Donc commençons par les élémentalistes. Donc les élémentalistes, ce sont ceux qui font appel aux forces naturelles, aux forces de la terre. Bon, ça veut absolument rien dire, parce que je suis en train de m'affronter, hein, je l'avoue, puisque oui, ils peuvent faire des éclairs, mais bon, ils peuvent aussi se téléporter.
pourquoi un élémentaliste pourrait faire se téléporter? J'ai envie de dire, si, pourquoi pas. Donc ils peuvent un petit peu tout faire, hein. C'est des genres de couteaux suisses de la magie, les élémentalistes. Ensuite, concernant les deux histoires. Les deux histoires se suivent, puisque le deuxième qui est consacré à Shannon, et bah, sur la couverture du premier, qui est consacré à Aldoran, et bah, Shannon est juste derrière, hein. C'est la petite fille qui est derrière le gros baraquet. Sur Tyrom, pardon, c'est pourquoi je marque Aldoran. Aldoran est un autre mage, et oui, et c'est Tyrom qui est le personnage qu'on voit. Pourquoi avoir mis du coup Aldoran en avant? Parce que c'est le mage élémentaliste. Logique. Donc je ne veux pas en dire trop pour pas spoiler, hein, ce sont des deux histoires sympatoches. Sur le premier volume, on cite pas mal de noms qu'on connaît déjà, histoire de raccrocher toutes les branches des Terres d'Aran. Hein, parce que vu que les branches partent un petit peu partout, bah maintenant on se raccroche, on va citer les noms d'elfes bleus, les noms de mages, un petit peu tout le monde, on va citer le Garde des Ghouls parce que bah, c'est toujours bien. Elle s'est arrivée, donc du coup bah, on le cite. Allez, on cite plein de choses. Et puis ce qui arrive dans le volume 2, c'est carrément des personnages d'autres séries qui viennent faire coucou. Mais c'est vraiment juste coucou. Et 2 pages après, ils disparaissent. Donc par rapport à cette série, c'est mieux de ne pas commencer par la série Mage, hein, vaut mieux commencer par les autres séries. Et ensuite on peut lire les élémentalistes, puisque avec toutes les références, on les connaît. Alors que là, bon, on va lire des noms, ça nous dit rien. On va voir des personnages, ça nous dit rien non plus. On sait juste qu'ils existent. Passons aux mages suivants, les mages runiques. Alors eux, un petit peu comme pour les nains, ils se servent de runes pour faire de la magie. C'est un petit peu comme pour les élémentalistes, on peut un petit peu faire ce qu'on veut avec ces runes. Hein. Voilà, on a vraiment deux histoires qui sont bien distinctes. Hein. Le premier, on va suivre un apprenti runiste qui se croit supérieur à tout le monde, enfin un ado hein, globalement, donc il sait tout mieux que tout le monde, hein, bien sûr. Voilà, maintenant c'est antipathique, un ado, c'est ce que j'avais écrit. Et quant au second, c'est consacré à un autre gamin, encore un ado. Ah, tiens, les orques et des vieux, les runiques, c'est des ados. Donc ce qui est consacré à des combats de robots. Donc bon, c'est des genre de golems hein, avec des runes dessus qui les font animer. Voilà. Est-ce que je vous dis que j'aimais pas les gosses? Donc les deux récits, j'accroche pas plus que ça, même si le premier était un peu épique, mais bon, voilà, faut pas raccrocher plus que ça. Déjà, parce que là, c'est vrai, quand je suis à 4 histoires de mages, il y en a quand même 3, c'est avec des gosses. Hein. Même, on peut presque dire 4, parce que Shannon, dans le tome 1, c'est une gamine. Dans son tome 2, c'est une ado. Mais sympa, Shannon. Parce qu'elle a quand même, heureusement qu'elle a continué. Passons ensuite aux nécromanciens. Donc les nécromanciens, ça, je pense que c'est une surprise pour personne, ce sont les utilisateurs de la magie des morts, hein, peuvent ressusciter, donc c'est toujours, leur magie est toujours liée au corps et un peu à tout ce qui est culte des ténèbres. Mais c'est ce premier tome qui était quand même plutôt sympathique. Alterat, c'est un mage qui est du coup au service d'un roi, parce que, comme je disais avant, ils sont au service des rois, mais sur tous les mages qu'on a rencontrés, là, il n'y en a aucun qui est au service du roi, ou d'un seigneur. Alterat, lui, l'est, mais il y a toute une histoire derrière qui la rend vraiment intéressante. Pas mal de machinations, de petits retournements, c'est sympa. Actuellement, il n'y a qu'un seul tome. Même si là, il y a le tome 8 qui doit sortir sur une autre nécromancienne, qui sort en juin du coup. Je pense que le dessin n'était pas prêt, donc ils ont avancé le tome des mages alchimistes avant, donc ça sera pas le tome 1 et 5 consacré aux alchimistes, aux élémentalistes, le tome 2 et 6 consacré aux runiques, et donc le tome 3 et 7, non, ce sera le tome 3 et 8, là ce sera... Les ordres vont se mélanger un petit peu, peut-être ce retard dans le dessin. Mais en tout cas, très bon volume nécromancien, je suis curieux de voir le prochain volume des nécromans au mois de juin. Je vous en parlerai dans la chronique BD qui aura lieu en juillet sur les BD de juin. Et passons au dernier mage, les alchimistes. Les alchimistes, eux, ils peuvent utiliser des pierres dans lesquelles ils fabriquent avec différents composants pour ensuite
avoir quelques pouvoirs. Les alchimistes, la pierre philosophale, tout ça, tout ça. Et bah comme les autres, ils peuvent faire à peu près tout avec leur pierre. N'importe quelle magie vous voulez, vous mélangez vos produits, vous obtenez ce que vous voulez, et c'est gagné. Après, ça dépend aussi toujours du mage, de son talent, bien évidemment. Une première histoire qui est à base de vengeance, mais qui est plutôt bien orchestrée et qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé l'héroïne. Enfin, peut-être que on ne l'avait pas encore remarqué jusqu'à présent, mais j'aime beaucoup les héroïnes. Que ce soit chez les elfes, les nains, les gobelins, mais aussi dans toutes les autres bandes dessinées. Elles sont toujours présentes en fond. C'est Sillage, je crois que ça Sillage. Tout un tas de comics aussi que j'ai pu lire où ils mettent des héroïnes en avant. Donc cette première histoire avec Arundel, ça appelle à une suite. Et la suite, malheureusement, qu'on n'a pas eu dans ce tome 7, c'est avec Soliman, puisque cette histoire, ça raconte l'histoire d'un loser magnifique. C'est la première histoire qui a lieu dans les terres du sud des mondes d'Aran, si on reprend la carte. Ça a lieu par là, dans le sud. Je pense que j'ai une carte qui est arrivée. Et celle-là est un petit peu ronde. Mais du coup, ça a lieu vraiment dans ces terres, juste aux bornes du désert des Orves. De la terre des Orves. Le désert de Kazan. Tout un nom. Voilà, ça me permet d'explorer un petit peu ces terres-là. Maintenant, au bout de 70 histoires, 70 tomes, elles ne mettent pas assez celle. Et donc voilà, c'était à peu près tout pour les... Oui, c'est ça. C'est à peu près tout pour les différentes castes. Je vais revenir sur la scène principale et je vais vous parler maintenant un peu des volumes que j'ai préférés dans les terres d'Aran. Tu vas derrière, pas besoin de toi. Donc je vais prendre le premier qui vient. C'était Ronal. Donc Ronal, j'en ai un petit peu parlé juste avant, enfin, j'en ai tous un petit peu parlé déjà des volumes. Donc c'est une histoire qui est inspirée de Conan le Barbare. Je pense qu'il y a même le nom de la nouvelle. C'est la nouvelle Witch Shall Be Born de Robert Howard. Donc déjà, c'est dessiné par Sébastien Renier, un auteur que j'ai découvert sur Cathédrale des Abîmes, dont je parlerai quand le 4e tome sortira. Il a un dessin qui est magnifique, je peux vous montrer. Malheureusement, sur ces volumes, ça reste magnifique aussi, mais ça rentre plus dans le style des Terres d'Aran. Voilà une page par exemple. Hop, une autre. Hop, tiens, avec un beau Ronan sur son Urok sauvage, qui est prêt à se battre. Donc c'est une histoire de vengeance aussi, mais c'est une bonne histoire de vengeance. Ils aiment beaucoup l'histoire de vengeance aussi dans les Terres d'Aran. Donc ça c'était pour Ronan, il se lit indépendamment de tous les autres, il n'y a aucun problème. Je trouve que c'est une des meilleures histoires des Terres d'Aran. Ensuite, passons, c'est les Elfes Bleus qui arrivent. Le tout premier volume des Elfes Bleus, qui est consacré du coup à la Nawin et au cristal des Elfes Bleus. Pourquoi celui-ci ? Parce que tout simplement, c'est le tout premier volume qui a été fait, et en fait, il est quand même plutôt pas mal. Les dessins, les dessins aujourd'hui, ils sont encore à fond, les couleurs, je trouve que les couleurs sont super bien. Je peux regarder un petit peu. Disons, les effets qu'ils mettent sur les couleurs, ça donne vraiment c'est la caractéristique de cet album, en tout cas de ces dessins, par rapport à d'autres où c'est un peu plus plat. Là au moins ça donne vraiment du relief. Hop, voilà, tac, on peut montrer un petit peu quelques pages. Donc du coup celui-là en plus peut se lire sans prérequis, puisque c'est vraiment le tout premier album des elfes. On y fait connaissance de Lanawin, de Valahan aussi, qui est très très dur sur cette couverture. Vraiment un bon premier récit et un bon premier pas dans l'univers. Les elfes commençaient vraiment pas trop mal. Un autre volume, un autre tome 1, on va parler de Redwind, Redwind de la Forge. Je vous avais dit que Redwind c'était quand même vachement bien. Je vais même aller plus loin, c'est globalement les nains, ce sont là où on trouve les meilleurs récits consacrés aux terres d'Aran, dans les mondes d'Aquilon. Quand les elfes étaient sortis, on me les avait offerts, donc j'ai
j'ai continué ensuite l'histoire des elfes. Puis les nains sont sortis, je fais ah ouais, mais derrière on va faire quoi? Les orques et les gobelins, les humains, enfin, vous pouvez imaginer les mages aussi. Ce qu'ils ont fait au final. Mais je crois qu'il y a eu de la demande pour ça. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait des trucs consacrés aux nains, j'ai fait non, je laisse de côté, je vais me concentrer sur les elfes. Bon, après les nains commençaient à apparaître chez les elfes aussi, donc je me suis dit ah, il fallait peut-être y aller. Mais c'est surtout en lisant les critiques des nains qui étaient quand même toutes très bonnes. Mais vraiment très 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 bonnes. Et donc j'ai lu ce Redwin, et sur Redwin je le confirme, c'était du très très bon. Celui qui est consacré à son fils, le tome qui est juste après, Ulrond de la Forge, il est tout aussi bon que le premier, ça va mettre en plus en parallèle les relations père-fils, conflictuelles en tout cas, et donc du coup c'était un très bon volume sur ce nain légendaire, et donc il est intéressant à lire, parce que si jamais vous voulez lire, continuer les elfes, Redwin apparaît dedans, du coup c'est mal de commencer, mais par contre il ne se lit avec aucun prérequis. Je peux vous montrer quelques images aussi, c'est voilà. C'est dans la norme des mondes d'Aran. Autant les deux autres, c'était un petit peu au-dessus du panier. Là, on fond dans la norme. Voilà, on voit bien que les nains, c'est des bourrins. Je ne suis plus Voilà, tome 1 des nains, Redwin de la Forge. C'est du bleu. Passons aux elfes noirs. Enfin, ce tome 5 des elfes noirs qui était le premier consacré aux elfes. Donc on découvre ce peuple. On découvre Gawain, et c'est aussi pareil, ça se lit sans prérequis. Donc c'est Gawain, Gawer au début, en tout cas, quand il est elfe bleu. Gawain, attends, je dis Gawain depuis tout à l'heure, c'est pas Gawer ou Gawain? J'ai un doute. Non, c'est Gawer au début, puis après c'est Gawain. C'est bien ça, tout de mémoire. Donc du coup ça permet de voir un petit peu la caste des elfes noirs, comment ils sont formés pour devenir assassins, c'est très important. Chose que j'ai pas dit aussi par rapport aux elfes noirs, c'est c'est leur corps dégénère au bout d'un moment, et ils ont un petit cristal qui leur permet de concentrer des pouvoirs et ne pas devenir ne pas s'être transformé, devenir une bête trop rapidement. On découvre vraiment ce peuple-là, et donc ça change un petit peu d'autres récits. On voit cet assassin en devenir, et ensuite on le retrouve dans les autres volumes, donc c'est quand même pas mal de commencer avec le 1. Donc non, la dynastie des elfes noirs, c'est un volume très sympa, dans la moyenne haute des volumes des mondes d'Aquilon. Je viens avec le dernier tome dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Arundil, le tome 4 des mages, consacré aux alchimistes. Donc une histoire de vengeance, mais voilà, qui est l'histoire est suffisamment bonne, puisque ça va aussi entre le présent et le passé d'Arundil pour tout savoir plus ou moins d'elle. Je dis bien plus ou moins, parce qu'il y a toujours peut-être des choses qu'on ne connaît pas. Toute sa formation, puisqu'elle est dans une caste qui punit d'autres mages, enfin c'est un peu des genres d'assassins, mais ils sont moins assassins que les elfes noirs en tout cas. Donc pareil, elle est jolie, elle est forte, peut-être un petit peu trop forte justement, elle domine un peu tout le monde trop facilement, enfin, elle est douée quoi. Oui, elle est au-dessus de la moyenne. Donc non, c'est une très bonne histoire, même voilà, comme je disais, après 70 volumes, il y a 75 tomes aujourd'hui, et ben celle-là, on est quand même dans le haut du panier, j'aime bien. Elle peut se lire sans prérequis. Donc voilà, c'est toujours pour une série comme ça, concept, avec un volume, une histoire, c'est très bien de ne pas avoir besoin de prérequis pour lire. Même si du coup, pour les elfes noirs, qui est toujours consacré à Gawain, d'avoir une continuité, c'est aussi très bien. Ça permet de voir un petit peu la suite de ce que deviennent les personnages. Et j'aimerais bien savoir ce que devient ce Arundil, la revoir dans un autre volume. C'est un message pour les scénaristes, si jamais ils regardent un jour. Ensuite, les orques et les gobelins. On est passé sur le volume d'orques et gobelins avec Sar. Donc Sar, c'était le gobelin qui... donc on commence tout de suite,
on le voit qu'il est maître de sa cité et il raconte à un autre gobelin comment il est devenu ce maître de la cité, donc on voit des bas-fonds jusqu'à devenir le taulier. Et donc toute cette histoire qui monte, enfin on le voit monter, prendre du galon, elle est super intéressante et elle était vraiment super bien, j'ai vraiment apprécié, elle m'avait bien marqué la première fois, et en relisant, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle était vraiment très très plaisante. Donc non, ça, et qu'un prérequis bien entendu. Bon, tome excellent. Et ensuite on a les volumes 4 et 9 des nains, donc Austral des errants et Drô des errants. Les deux se suivent, puisque là on a ça, là c'est le papa, là c'est le fils. Donc c'est la révolte des errants vu qu'ils sont un peu défoncés par toutes les autres hordes. Moi il fait ouais bon, il y en a marre, allez baston. Ils n'ont pas le droit de porter d'armes ni de posséder d'or. Bon l'arme, trouver avec des fourches, une pelle bien affûtée, ça fait une arme, ça fait une hache par exemple. Donc on a ce premier volume qui est consacré à Osram. Puis ensuite on va suivre le fils et on voit du coup ce qui est devenu de l'ordre des errants à la suite de cette bagarre, et un petit peu le voyage, un voyage, je ne vais pas dire initiatique, mais le voyage en tout cas de Drô à travers le continent, où il va rencontrer carrément des orques. Et il va faire d'autres trucs, donc c'était vraiment deux volumes intéressants, et je vous conseille vraiment de lire les deux, qui se lisent sans prérequis. Enfin, sauf Drô, c'est mieux de lire Ostram après. Et j'ai oublié, du coup, je ne l'ai pas pris avec moi, le volume des nains, la troupe de bras cassés, qui était vraiment très sympa à lire. Et pour la suite, du coup, parce que les terres d'Aran, ça s'arrête pas là. Enfin, les mondes d'Aquilon, c'est pas que là, tous les récits dont je vous parle se déroulent dans les terres d'Aran, sauf les elfes rouges qui vont dans les terres de Gon. Un volume, une nouvelle série intitulée Les Terres d'Ogon est prévue pour septembre. Donc là, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces peuples des Terres d'Ogon. En tout cas, voilà, il y a un premier volume qui s'appelle Les Terres d'Ogon qui va sortir. Et dans le dernier volume des Elfes Bleus, c'est d'ailleurs le dernier volume d'Elfes sorti, qui est encore consacré avec Alanawin, mais on voit peut-être aussi sa successeur, qui va peut-être, on va pouvoir suivre dans les volumes suivants, mais en tout cas, à la fin de ce volume, il est marqué à suivre dans les guerres d'Aran. Donc on va supposer qu'il va y avoir une nouvelle série qui sera intitulée Les guerres d'Aran, justement. Parce qu'il n'y en avait pas assez. On va rajouter, donc là il y en a 4, on va rajouter les terres de Gon, on va rajouter les terres d'Aran, les guerres d'Aran, ça fait 6. On peut imaginer que si les terres d'Inuma sont explorées, on aura une 7ème série. Là, la série, elle va quand même s'étoffer énormément. Donc on en est déjà à 75 tomes en seulement 9 ans, à peine plus de 9 ans. C'est un rythme effréné, puisque vu que les volumes sont indépendants des uns des autres, c'est une série de concepts chez Soleil, chaque volume a un dessinateur différent, même pour certains, chez les elfes en tout cas c'est le cas, pas chez les nains, un scénariste différent, avec quelqu'un qui chapeaute le tout. Du coup, ce qui nous permet, vu que le dessinateur, il pourrait dessiner un tome comme ça, il faut compter un an. Et attendre un an d'une BD, la suite de l'histoire, c'est long. Du coup, avec des équipes différentes à chaque fois, on peut aller bien plus vite pour produire en production des albums et d'arriver à sortir un album tous les 2-3 mois, même des fois 2 ou 3 par mois, qui sortent toujours par vague. Il y a des périodes de l'année où on a beaucoup plus de bandes dessinées. Octobre, il y a des grosses sorties, décembre, il n'y a pas beaucoup de sorties, elles sont plus sur novembre, mais il y a quand même pas mal de nouveautés. Fin août, la reprise la rentrée littéraire, on a pas mal de livres qui sortent, donc généralement toutes les sorties sont rentrées au milieu d'un mois. On a le mois d'avril-mai aussi, on a pas mal de sorties. Juin aussi, en fait on a un peu tout le temps. Février est calme. Du coup, c'est tout pour tout ce que j'avais à dire sur les terres d'Aran et les mondes d'Aquilon. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode numéroté des chroniques BD, où on va finalement pas parler beaucoup de bande dessinée, on va surtout parler de comics et de manga.
Donc je vais vous retrouver à la semaine prochaine. Ainsi, je vous souhaite une bonne soirée, un beau week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Des bisous, ciao ciao.